Munera de Éric Calatrava aux éditions du Caïman. Chapitre 1. Vaevictis. Marcus, Nice, Alpes-Maritimes. Il reprend connaissance quand le sel ravive ses blessures. Il est dans le noir. L'eau s'engouffre à travers le tissu et le fait suffoquer. Il repousse la toile d'un geste vif. Sa peau se déchire. Ses os se brisent. Des grognements, des cris inhumains font écho à sa propre plainte. Sven, Kiruna, Laponie suédoise. Atteindre une ancienne galerie de la mine de fer. Reprendre son souffle. Les raquettes de Sven s'enfonçaient dans la neige épaisse, instable. L'air glacé s'engouffrait dans sa poitrine. Moins 30 degrés et la sensation de respirer du feu. Sans ralentir, il plongea la main dans son sac et toucha les liasses de billets pour se donner du courage. Un bourdonnement se fit entendre et il regarda l'arme qu'on lui avait laissée. Une hache de guerre viking. Derrière lui, des branchages reliés à sa taille par une corde effaçaient les traces de son passage. À travers les bourrasques de neige, il aperçut le trou noir de la galerie. Il accéléra. Les rafales portaient plus clairement le bruit des moteurs. Adna avait emmené Effe quand elle l'avait quitté. Les juges avaient validé. « The winner takes it all ». Mais avec les 200 000 couronnes contenues dans ce sac, il pourrait recommencer sa vie, acheter une pizzeria, récupérer son fils. Peut-être même qu'ils partiraient tous les deux s'installer en Espagne. Insensibilisé par l'effort et le froid, il sentit à peine une flèche le toucher au bras à travers son anorak. Il se retourna et vit 3 motoneiges fondre sur lui. Elles se séparèrent et se mirent à tourner autour de leur proie. Les chasseurs portaient des tenues de guerriers vikings, des casques à protection nasale. Les diodes rouges des caméras fixées sur les guidons des machines ne le lâchaient pas. Le cercle infernal se resserrait. Assis derrière leur conducteur, les 3 archers armaient leurs flèches. Le premier n'eut pas le temps de tirer. La hache de Sven vola et le toucha à la poitrine. L'homme lâcha son arc sans un cri et se cramponna au pilote, lui faisant perdre le contrôle de son engin. L'équipage s'abîma dans le précipice. Sven avait repris sa course vers l'entrée de la galerie. Le rugissement des moteurs s'intensifiait. Une seconde flèche, tirée presque à bout portant, se ficha sous l'omoplate et lui perfora un poumon. Du sang afflua dans sa gorge et il s'arrêta. Les motoneiges vinrent se positionner face à lui. Il inspira par le nez, mais ses narines se pincèrent. À l'expiration, il suffoqua. Les chasseurs mirent pied à terre. L'un d'eux se redressa. Il dépassait ses compagnons d'une tête. Et il passa la main par-dessus son épaule et tira de son fourreau de peau une grande épée. Sven tomba à genoux, la vue brouillée, un goût de métal dans la bouche. Le son d'un zoom de caméra en action lui parvint, une épée viking atterrit dans la poudreuse juste devant lui. « Tu t'es bien battu. Tu mérites de rejoindre le Valhalla. » À bout de souffle, Sven sentait le froid l'envahir. Il serra ses doigts sur le pommeau ouvragé et ferma les yeux, murmurant un dernier mot. Effe. La grande lame s'abattit et la tête roula dans la neige. Le chasseur la saisit par les cheveux, la brandit devant les caméras et la tendit vers le ciel. « Odin, reçois cet homme en ta demeure et offre-lui à boire. Il est mort, l'épée à la main. » Le géant ramassa le sac contenant l'argent. Le sang qui jaillissait du corps de Sven commençait déjà à geler. À quelques pas de lui s'ouvrait l'ancien tunnel de la mine de fer de Kiruna, enjeu stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. On en avait fait des tanks, des canons, des navires. Un acier si résistant qu'il aurait pu servir à forger le marteau de Thor. Zachary, désert de Tanami, Australie. Des plaines rouges à perte de vue où courent des hair wallabies, quelques troupeaux de dromadaires importés, retournés à l'état sauvage. Des terres abritant des araignées et des serpents venimeux, mais aussi des gisements aurifères. Les compagnies s'y pressaient. AngloGold, Coyote, Newmont, Tanami Gold, Hotter Gold Mines Limited. Zachary Jones était chauffeur de poids lourd et transportait l'or pour un gros client des mines. Au début, il s'interdisait de le regarder, puis seulement de le toucher. Ensuite, il s'était dit que les quelques grammes qu'il détournait à chaque voyage, ce n'était pas grand-chose. Un soir, il fut convoqué par Jack Walker, le contremaître. Après lui avoir fait sentir la précarité de sa situation, Walker se leva et marcha vers la porte pour vérifier qu'il n'y avait plus personne dans le couloir, la ferma et vint se rasseoir. Il y a peut-être une alternative. Le cœur de Zachary se remit à battre. Du genre ? Un combat. Vous avez été champion de lutte. Jones n'en croyait pas ses oreilles. Comment vous savez ça ? Walker souriait. Champion de Kimberley en 2007 et 2009. Il suffisait de lire les journaux. Vous voulez que je lutte ? Pas exactement. Ce que je vous propose est beaucoup plus dangereux. Zachary croisa les bras.
Si vous participez à ce combat, j'efface la vidéo. Et si vous le gagnez, vous remportez une prime de 50 000 $. Ah oui? Et qu'est-ce qui me prouve que vous dites vrai? Rien. Il lui tendit sa pogne de mineur. Zachary hésita un instant, puis la lui serra. J'ai plus rien à perdre. Il sortit, remonta dans son camion et démarra. La Tanami Road était parsemée d'épaves de 4x4. Il roula jusqu'au Roadhouse de Rabbit Flat et commanda un steak au gérant, un grand type aussi chaleureux qu'un cri de poids lourd. Puis il rejoignit son véhicule et s'allongea sur le lit de la cabine. Vers minuit, Walker se pointa comme prévu. Zachary mit l'alarme en route et verrouilla son camion, puis monta dans le pick-up du contremaître. À l'aube, les manutentionnaires avaient déchargé un long truck à 3 remorques de près de 25 mètres de long. Postés en étoile sur les collines au milieu des petits acacias à fleurs jaunes, les 4x4 rôtissaient dans la poussière, la clim à fond. Leurs occupants surveillaient l'horizon avec des jumelles. Une construction en panneaux préfabriqués formait une arène. Un peu partout, on installait les caméras, à terre, sur la grue et sur un rail accroché aux parois du cirque. Au coucher du soleil, la structure était opérationnelle. Vue du ciel, elle ressemblait au réticule de visée d'une arme de sniper. 2 grandes passerelles métalliques, suspendues à 4 mètres du sol, s'y croisaient en leur milieu. On alluma les projecteurs. Les candidats arrivèrent en 4x4. On les fit monter sur une échelle, un par un, chacun à l'une des extrémités de la croix. Un garde armé et cagoulé se posta derrière chaque combattant. Zachary Jones observa ses adversaires. Le premier était gras, rougeaud. Le second défiait les autres concurrents comme un catcheur. Le dernier à rejoindre la plateforme était un Asiatique. On leur donna un bâton. Zachary, les yeux écarquillés, luisants de sueur, se retourna. Son gardien posa la main sur la crosse de son pistolet automatique. Les 4 hommes avancèrent. Le catcheur atteignit le centre de la croix en même temps que l'Asiatique. Rapide, celui-ci fit un pas en avant et frappa son crâne. Son adversaire lâcha son bâton et tomba dans la fosse. Un hurlement retentit et les 3 hommes baissèrent les yeux. Une multitude de serpents, dans l'obscurité, s'enroulaient autour de leur victime. Disposées au ras du sol, les caméras infrarouges ne perdaient rien de la scène. Rapidement, les cris cessèrent. L'obèse jeta son bâton et fit demi-tour pour s'enfuir. Son gardien l'abattit d'une balle dans le ventre et il tomba à son tour dans la fosse. Zachary inspira à fond pour essayer de réprimer le tremblement qui montait le long de son échine. Il leva la tête vers la grue. La diode rouge de la caméra clignotait. Il lança son bâton vers son adversaire et le ceintura pendant qu'il parait le coup. Les armes de bois tombèrent sur les serpents. Les 2 hommes s'agrippèrent l'un à l'autre. Le Kandoka saisit le col de Zachary, plaça son pied entre ses jambes, puis le faucha en le faisant basculer sur sa hanche. Le dos de Jones heurta la passerelle. Il lâcha un cri et roula vers le vide, mais parvint à se retenir à un tube de la structure. Au-dessous de lui, des taille-pans se dressaient. L'autre s'avança et lui écrasa les mains sous la semelle crénelée de ses Rangers. Mais Zachary tenait bon. Le type s'agenouilla pour lui retourner un doigt. Le lutteur donna un coup de rein pour projeter ses jambes et prit en ciseaux le cou de son adversaire. L'homme bascula dans la fosse. Zachary parvint à se hisser sur la passerelle. Il se coucha sur le dos et poussa un cri en direction du ciel indifférent. Un cri de guerre, de rage et de joie, le visage cadré en gros plan. Raimundo, Rio de Janeiro, favela de Vigario Geral. Raimundo avait grandi dans une de ces favelas qui rampent vers les collines de Rio de Janeiro comme des métastases. Ses parents, venus du nord-est, avaient cru fuir la misère, mais elle avait seulement pris d'autres couleurs dans cette mégalopole. Ils avaient fini par se tuer au travail, au sens propre. Les spectateurs hurlèrent leur joie quand son adversaire monta sur le ring, installé pour la nuit dans le bidonville de Vigario Geral. Raimundo avala sa salive devant ses 120 kilos de muscles et ce regard vide. L'homme avait un anaconda tatoué sur le corps. La bête semblait s'enrouler sur sa jambe et sur son torse, ouvrir sa gueule pour saisir la gorge. Son frère aîné Fernando et lui s'étaient retrouvés dans la rue, poussés dehors par de plus forts qu'eux. Ils avaient volé, braqué pour survivre et pouvoir s'offrir la colle industrielle dont les vapeurs leur permettaient de s'évader pour quelques heures. Fernando avait rallié un gang de dealers, des gamins comme lui, inexpérimentés et naïfs. Les vrais caïds, contrariés par cette concurrence trop voyante, avaient envoyé leurs tueurs. Une balle dans la tête pour chacun des mômes en guise d'OPA. Seul depuis, Raimundo, pour une poignée de réals, participait à des tournois de Vale-Tudo, la lutte libre brésilienne. Il manquait de technique, mais son expérience de la rue lui avait appris à repérer en quelques secondes les points faibles de ses adversaires. Le nombre de ses victoires commença à le faire connaître. Des mecs l'invitèrent dans les beaux quartiers pour lui proposer un combat clandestin avec des paris.
Il remporterait une somme de 100 000 réals s'il battait un champion venu du Mato Grosso. Raimundo se mit en mouvement, tentant de tenir son adversaire à distance par des directs rapides au visage. Le bloc de muscles encaissait son bronché et continuait à avancer sans même chercher à éviter les coups. « Quand est-ce que tu vas te mettre à frapper, fillette ?» Raimundo cognait de plus en plus fort de ses poings nus et sanglants. Les paroles de Fernando résonnaient en lui. « Ne te laisse pas coincer, petit frère. T'es rapide, mais du genre crevette. S'ils parviennent à t'attraper, ces types-là te casseront en deux. » Les cris des spectateurs fusaient. D'une pression des 2 mains sur la poitrine, l'anaconda le poussa dans l'angle du ring. Raimundo se baissa pour éviter un crochet et fit un pas de côté pour s'extirper du piège. Son adversaire lui fit une béquille et il s'étala. Son crâne heurta le sol, juste devant les caméras. Il poussa sur les mains pour se relever, mais une douleur le foudroya. L'armoire à glace venait de lui tomber dessus de tout son poids, lui plantant les genoux dans les reins. À présent, il le frappait à la tête et Raimundo se protégeait comme il le pouvait. Il essaya de ramener ses jambes pour se retourner, mais elles ne répondaient plus. Autour de lui, les cris fusaient, mais il ne décelait aucun appel à la clémence. Raimundo ferma les yeux et cessa de se protéger en espérant que l'autre finisse par le tuer. On l'emmena sur une civière tandis que la montagne de muscles levait les bras devant la caméra, ovationnée par le public. Ruslan, province de Navoï, Ouzbékistan. Or, uranium, granit, marbre, kaolin, gaz naturel, la richesse du sol, la misère des hommes. Pendant 17 ans, Ruslan avait vu son père trimer dans les mines. Il l'avait entendu tousser le soir dans sa chambre. À mesure que son teint se grisait, le garçon voyait la lumière s'atténuer dans les yeux de sa mère. Mansour rentrait la chèvre dans l'enclos quand il s'écroula devant la barrière. On l'emmena à l'hôpital pour un aller simple. Les particules de kaolin avaient provoqué un cancer du poumon. Ruslan ne desserra pas les dents pendant la cérémonie. Il partit pour Tachkent où il croisa Ferhat, un garçon de son village, avec qui il avait pratiqué la lutte traditionnelle d'Asie centrale. Ferhat le présenta à son club. En voyant dans quel état Ruslan mettait le sac de frappe, les dirigeants s'intéressèrent à lui. On lui enseigna les techniques de combat des forces d'élite russes, et il dut s'astreindre à un intense programme de musculation. Il était rapide, percutant, endurant. Pourtant, les premiers temps, son corps endolori l'empêchait de dormir jusqu'au petit matin. Ce qu'il tenait, c'était son tapis de prière et ce petit tas de lettres de sa mère qu'il gardait à son chevet. Les vidéos de combats singuliers livrés en masse par des camions militaires s'arrachaient sur les marchés de Tachkent. Un soir, un colonel assista à l'entraînement. Depuis le ring, Ruslan le vit discuter longuement avec son coach. Ensuite, l'homme vint lui parler en personne. « Alors, petit, comment tu trouves la capitale? Tu es bien ici? »« Oui, merci, Attends, quand on met son fric quelque part, on veut des garanties, tu ne crois pas? »« Monsieur. »« Cela fait plus d'1 an que nous prenons soin de toi, fils. Ta mère, là-bas, ne manque de rien, n'est-ce pas? Tu perdras quelquefois et c'est normal. Mais je n'aimerais pas que tu meures ou que tu sois estropié, tu es mon poulain. Le moment venu, tu sentiras le danger. Tu pourras alors utiliser ce que je vais t'enseigner. Tiens, apprends ça par cœur pour commencer. » Il lui tendit une planche anatomique avec les points d'acupuncture marqués en rouge et quitta les lieux. Ruslan prit du muscle et de l'assurance. Son nom résonnait comme une menace à l'approche des combats, jusqu'au jour où il croisa la route d'un Kirghize. Le petit homme agile l'entraîna dans une danse qu'il ne menait plus. Ruslan ne parvenait même plus à parer les coups. Chancelant, il interrogea du regard son coach qui valida d'un hochement de tête. Il fit semblant d'être KO debout. Son adversaire s'approcha, le saisit par les cheveux et leva le bras. Mais Ruslan le frappa soudain à un endroit précis et il s'immobilisa quelques secondes avant de s'effondrer. Mort. Ethan, Ottawa, Ontario, Canada. Quand le pasteur l'avait baptisé, on lui avait donné un nom biblique, Ethan. Dans son village, Old Crow, la scolarité n'était possible que jusqu'au 9e niveau. Ethan était doué et ses professeurs lui avaient obtenu une bourse. Il prenait alors l'avion pour Edmonton et ne rentrait chez lui que pour les vacances. Ses allers-retours annuels lui avaient valu le nom de Shiatsu, l'hirondelle. Ce matin-là, il buvait son café à petites gorgées au dernier étage d'une tour de verre d'Ottawa. Le patron était assis derrière son bureau, un type très grand aux cheveux blonds cendrés. Ses petits yeux brillaient sous ses lunettes, 2 étoiles scintillant dans un visage quelconque. Au-dessus de lui, sur le mur, le logo de son empire, représentant une déesse grecque de l'Antiquité et ses 3 lettres d'or, SWM. Il s'adressa à son collaborateur sans quitter le jeune homme du regard. « John, voulez-vous bien exposer à notre ami ce que nous attendons de lui ?» Ethan remarqua son accent guttural. Debout, costume cintré, Breitling au poignet, chaussures hors de prix,
L'homme prit la parole. Nous cherchons un ingénieur capable de mener la construction d'un gazoduc. Il parcourait son dossier. Vous dirigez une plateforme pétrolière au Mexique de 2012 à 2015. Délégué à l'entretien d'un pipeline en Alaska en 2016, on vous nomme responsable du chantier de prolongation de celui-ci en 2017. L'ingénieur le coupa. Un conglomérat tel que le vôtre peut confier cette tâche à des hommes bien plus expérimentés que moi. Le boss sourit, son collaborateur enchaîna. Vos origines ont pour nous autant d'importance que vos capacités. Ethan planta son regard sur le grand patron. Ah oui? Où se situera le chantier? Avant de répondre, John se tourna vers son supérieur qui valida d'un hochement de tête. Dans le Yukon, secteur de Porcupine River. Ethan faillit lâcher sa tasse. Le peuple des caribous, son peuple, se battait contre ce projet. C'est donc vrai. Vous allez le faire. Les gisements de cette région sont extrêmement prometteurs. Il y a de quoi fournir 2% de la consommation US. Et l'élection de Trump nous ouvre quelques perspectives. Nous ne pouvons pas laisser tomber à cause de quelques centaines d'Inuits. Gwich'in. Pardon? Nous sommes des Gwich'in. Le caribou est notre moyen de subsistance. Le jeune cadre parut désarçonné. Le boss prit la parole. Admettons que ce mode de vie soit sacré pour vous. Convenez cependant que cet animal n'est plus un élément de survie essentiel dans ces contrées. Tout y est apporté par avion. Allez dire ça aux miens. Ils doivent tout acheter à prix d'or. Aux vôtres? Vous les voyez souvent? Son œil noir fixa l'homme en costume. Depuis quand n'y avait-il plus remis les pieds? Après la mort de ses parents, Ethan avait choisi d'oublier cet endroit. Le froid, la nuit, la misère, l'alcool, les chiens efflanqués, enchaînés en permanence. Une population déboussolée par les changements climatiques et les comportements étranges des animaux qui autrefois marquaient l'espace et le temps. La vie n'était plus scandée par le retour des saumons ou des caribous. Les premiers se perdaient dans les eaux troublées par les fontes du pergélisol. Les seconds restaient plus au nord et il devenait difficile aux Gwich'in sédentarisés d'approcher la Grande Harde. La glace fondait prématurément en formant des icebergs qui s'aggloméraient dans les rivières et provoquaient des inondations. Les arbres séchaient sur le sol dégelé, les insectes xylophages en profitaient. Des incendies se déclaraient, tellement gigantesques qu'on n'essayait même plus de les éteindre. Et vous? Votre famille, elle vous voit souvent? Je parie que vous avez passé votre vie à l'étranger et que vous avez envoyé vos gosses étudier dans les meilleures écoles, loin de chez vous. Je me trompe? C'est comme ça dans notre boulot, non? Nous l'acceptons, mais nous venons tous de quelque part. Porcupine River et Crow River sont sur les terres de mes ancêtres, et vous savez ce que deviendront si vous construisez ce gazoduc. Le boss esquissa un sourire, celui d'un type qui ne devrait jamais élever la voix. Précisément, et c'est là que vous intervenez. Comment ça? Parce que vous vous doutez bien que ce chantier se fera quoi qu'il arrive. Alors, autant que ce soit vous qui le dirigiez, si vous voulez limiter les dégâts. Vous connaissez les lieux et les gens. Ethan se leva et marcha vers la paroi de verre. À l'horizon, le vent déchirait les nuages en formant des volutes argentées. En bas, les feux des voitures glissaient dans la perspective des avenues. Pourriez-vous être plus précis? Les habitants recevront une importante compensation financière. De plus, vous aurez tous les moyens pour que les aménagements puissent préserver les caribous. Vous pourrez passer en hauteur et même enterrer certaines portions. Nous voulons que ce chantier soit exemplaire et c'est peut-être accessoire pour vous. Mais si vous menez à bien ce projet, si vous nous aidez à limiter l'impact environnemental de ce gazoduc, vous serez largement récompensé. Shiatsu était devenu un Canadien parfaitement intégré. Les compagnies pétrolières se l'arrachaient. Il roulait en Ford Mustang et venait de s'offrir à 30 ans seulement une maison à Toronto. Le prix de ma trahison. Ne soyez pas aussi lyrique. Je fais appel à votre pragmatisme. Personne ne crache sur une prime de 500 000 $. John, Old Crow, Yukon, Canada. John était le meilleur ami de Shiatsu. À l'âge de 10 ans, les deux enfants d'Old Crow savaient déjà tendre des pièges. Quand le blizzard interdisait à quiconque de mettre le nez dehors, chacun des deux garçons pouvait passer des journées entières dans la maison de son ami, comme il en aurait été pour deux frères. John reçut son nom indien quelques années avant Ethan. Il venait d'avoir 12 ans et son père l'emmenait à la chasse. Une brume dense pesait sur la rivière Porcupine qui charriait des monceaux de glace. Au fur et à mesure que les heures passaient, le froid se faisait plus intense. L'homme et l'enfant se reposaient sur la rive quand un jeune mâle grizzly, qu'ils n'avaient pas repéré, nagea jusqu'à eux, sortit de la rivière et s'approcha, menaçant. Les gouttes d'eau gelaient sur son pelage, formant une épaisse couverture de glace. Le père fit signe à John de reculer. « Va-t'en, Chatan !» Le fauve se dressa sur ses pattes arrière en rugissant. Le chasseur épaula et tira.
mais la balle sembla ricocher sur la carapace de glace. L'ours chargea. L'homme sortit son poignard de l'étui en criant « Cours, fils, ne t'arrête pas !» John s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait, dans la terre boueuse, parsemée de plaques de neige. 3 fois, il se retourna et vit son père aux prises avec l'animal. Il ne retrouva pas la motoneige. Il s'arrêta un instant pour souffler, haletant. Quand il leva la tête, il vit le grizzly qui galopait sur ses traces à environ 300 mètres à découvert. Le garçon mit toutes ses forces dans la course, mais l'ours gagnait du terrain. Soudain, John repéra une faille et réussit à s'y glisser juste avant que le fauve ne le rattrape. Des griffes de la taille d'un poignard rayèrent la roche pendant des heures, essayant de l'atteindre. De temps en temps, l'animal tentait d'introduire sa tête sans y parvenir. Une auréole de poils blancs donnait à son œil un air étrange, renforcé par la flamme qui brillait dans la pupille. Quand l'ours se fatigua, il se coucha devant la fissure et se mit à lécher ses plaies. En silence, John s'emmura en pilant des fragments de roche dans la fente. La nuit était tombée quand un bruit le fit tressaillir. Un brouhaha de grognements, de coups, de hurlements qui dura de longues minutes. Ensuite, un animal vint gratter l'amoncellement de pierres qui y barrait l'entrée de son refuge. John entendit un halètement derrière son rempart de fortune, puis le silence retomba. Au lever du jour, il lança quelques cailloux vers l'extérieur. Rien. Il attendit près d'1 heure encore, puis il retira les pierres et se risqua au dehors. À quelques mètres de sa cachette gisaient 2 loups noirs. John observa les traces de l'ours et celles des loups. Toutes allaient en direction du nord. Le garçon marcha dans ses pas vers la rivière. La police montait. Les hommes du village étaient sur place. Le corps de son père était recouvert d'un drap. On l'empêcha d'approcher. John les mena à son abri où il raconta son aventure. On l'appela Hejigwa. Où est la meute?